Yaurana et Nakoto, aujourd'hui, on plonge littéralement pour parler de la chasse sous-marine, un sport de précision, d'observation, de respect, mais aussi une pratique qui demande de la préparation, de la connaissance, de la prudence, car sous l'eau, chaque geste compte. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Sylvie Chung, qui est trésorière générale de la Fédération des sports subaquatiques Yarana, et Éric Dupieux, cadre de la Fédération des sports subaquatiques et formateur en sécurité en apnée, plongée et chasse sous-marine Yarana. Ranari. Alors, comment pratiquer la chasse sous-marine en toute sécurité? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour protéger à la fois le chasseur et la mer? C'est ce qu'on verra dans Manava, dans votre émission Info Service. Pratiquée aussi bien pour le loisir que pour la compétition, la chasse sous-marine est une activité qui est assez populaire, hein, surtout ici à Tahiti où on est entouré d'eau. À ce qui paraît, ça peut aider. Avec plusieurs milliers de pratiquants réguliers sur le territoire, des passionnés qui vont chercher leurs poissons eux-mêmes, armés d'un fusil, d'un masque et de palmes. Mais il ne faut pas délaisser la sécurité. On en parlera puisque c'est une priorité. Sylvie, on commence vraiment droit au but puisqu'on sait ce que c'est la chasse sous-marine. Mais pour la fédération ou pour ses membres, c'est quoi? C'est un sport, une passion, un mode de vie? C'est tout à la fois. Mhm. C'est culturel déjà. Oui. Voilà, on ramène son poisson à la maison. C'est devenu une discipline à part entière Mhm. qui est reconnue. On a des championnats de Polynésie et on a des mondiaux auxquels la sélection tahitienne participe actuellement au Brésil. Donc, Oui, finalement, c'est comme je disais, un mode de vie, ça fait partie du quotidien. Eric, de ton côté, un peu la même question, finalement. Un sport, une passion, un mode de vie. Oui, dans ta question, il y a les réponses, hein, j'ai envie de dire. Mais oui, exactement. Une passion pour moi, c'est vrai. Un mode de vie, puisque pratiquer cette activité, c'est pas que le moment où on est sous l'eau, il y a une préparation avant, euh, Pendant. pendant, et voilà, il y a toute une connaissance de l'environnement à prendre en compte. Donc, effectivement, c'est Comme Sylvie le disait, c'est presque culturel. Est-ce que ça facilite l'apprentissage de la chasse sous-marine à tout à chacun, à n'importe quel âge? l'aspect culturel. Oui. Oui, je veux dire, déjà, comme tu disais, on est entouré d'eau. Mhm. Donc, depuis petit, chez nous, on va à l'eau, on se baigne à la mer, on observe les poissons, leur comportement, les différentes espèces. On en mange, donc on consomme beaucoup de poissons. Donc, Mhm. ça fait partie de l'aspect culturel et qui amène à pratiquer cette activité. Ouais. Tu as dit quelque chose d'important. On pêche depuis tout petit. Et c'est vrai, qui n'est pas allé à la pêche avec son papa, avec son oncle, avec sa maman, peu importe. Sylvie, à partir de quel âge, si on se concentre sur la chasse sous-marine, à partir de quel âge on peut commencer? Des 6, 10, 16 ans? on ne peut pas donner un chiffre. Ça dépend de l'aisance de l'enfant, Mhm. fille ou garçon d'ailleurs, et puis de son environnement essentiellement familial de si jeune âge, et puis aussi un petit peu social. Mhm. Voilà. Mais effectivement, comme Eric le disait, ça commence par mon petit neveu, il a que 3 ans. Quand je reviens de la pêche, il écaille le poisson avec moi. Il Déjà connaît 3 tous ans. les noms des poissons en tahitien, en chinois, en français, en anglais aussi. Donc, ça commence par là. Il y a la préparation, il y a l'humain, les capacités physiques, il y a l'aquacité, Mhm. l'aisance dans l'eau. Et la chasse sous-marine, ça commence pas forcément avec un fusil. Mais dès le plus jeune âge, s'ils montrent de l'intérêt, on peut les emmener très très loin. C'est aussi chez nous une connexion avec l'environnement. Bien sûr. Voilà. Et c'est là qu'on voit finalement que c'est une passion. Par contre, tu as insisté sur quelque chose qui est intéressant. Peu importe l'âge, finalement, puisque ça peut commencer très tôt, mais plus hommes, plus femmes, il faut qu'on puisse en parler. Les hommes, les femmes, peu importe, ont accès à ce sport, à ces disciplines. Alors, je n'oserais pas dire traditionnellement, mais c'est vrai que ça a été une discipline un petit peu plus masculine, parce que Mhm. c'était plutôt les papas, pendant que les mamans étaient à la cuisine ou à la plage. Mais on a la chance, en tout cas chez nous, de ne pas avoir ce côté sexiste. Et en tant que femme,
Lorsqu'on est intéressé à ce genre de discipline, bah, c'est pas réservé à la jante masculine et voilà, moi c'est mon père qui m'a emmené. Bon, j'ai dû assister un petit peu au départ, mais aujourd'hui tous mes fusées, c'est lui qui me les a préparés et qui les a adaptés. Aujourd'hui, tous les copains avec lesquels je veux aller chasser, j'ai le bonheur de pouvoir mettre mes palmes à l'eau avec eux, où la différence de genre est pas, voilà, pas actée. Au Bien contraire, sûr. ils sont plutôt galants et puis ils sont plutôt encore plus précautionneux, si je puis dire. Et Parlons de précaution. C'est bien, ça me permet une transition parfaite puisque là, on parle de la chasse sous-marine, même si c'est finalement accessible hein, à n'importe quel âge et à tout un chacun. Eric, c'est important de pouvoir dire qu'il y a des certifications d'aptitude. Il faut avoir quand même connaissance de tous les aspects du sport, enfin en tout cas de cette discipline, pour pouvoir la pratiquer en sécurité. Oui, du coup, par rapport aux actions de la Fédé, Mhm. aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est que toute personne qui a envie de commencer cette activité, on va leur orienter vers une journée d'initiation à la chasse Mhm. et aux bonnes pratiques pour avoir les bons gestes de sécurité. Du coup, ce point de départ, on va dire qu'il est primordial. Et à partir de là, ben, il y aura le développement de chacun suivant. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée, si on peut vraiment la décrire, où on découvre, est-ce que vraiment, si j'ai aucune connaissance, je peux venir et Oui, on va m'apprendre la base, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir un petit bagage pour pouvoir vraiment réapprendre ben, les bases et avoir cette forme de certification ou cette licence, je ne sais pas comment on l'appelle. on n'a pas donné de certification. Enfin, Mhm. peut-être qu'ils sortent avec. On devrait leur donner un diplôme pour dire qu'ils sont certifiés à cette première journée d'initiation. Mais sinon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut avoir un bagage? Ben non, on prend vraiment tout le monde. Et Mhm. pour revenir aussi à la question du sexe, on ne fait pas des journées garçons et des journées filles. On prend tout le monde, c'est Le ouvert à tout le mixte. monde, on ne précise pas. Du coup, on présente dans un premier temps le matériel de base. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ben, ça lui sera utile. Mhm. Les bonnes pratiques pour avant, on parlait de avant, donc c'est les conditions météo, par exemple. Oui, on part pas en mer s'il y a un Voilà, courant très 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 fort, par c'est exemple. ça, Ça paraît logique, oui, mais c'est toujours bien de une le grosse rappeler. houle. La connaissance de la réglementation en vigueur locale, c'est-à-dire s'il y a un PGEM ou pas, si on a le droit de pêcher. Donc, Mhm. on fait un survol de cet aspect-là quand même. Et ensuite, par rapport à la sécurité, ben, on va leur apprendre on va leur dire la nécessité d'y aller à deux. Donc, c'est le premier point, c'est pêcher à deux. Et un deuxième point primordial, j'ai envie de dire, c'est être visible sous l'eau. Donc, par rapport au bateau, avoir une bouée de signalisation. D'accord. Ce genre de mesures de sécurité sont essentielles. Sylvie, j'ai vu que tu voulais réagir. oui, alors j'aimerais juste rapidement préciser d'une manière générale sur ta question. En Polynésie française, contrairement à d'autres pays, on n'a pas besoin de permis de chasser, Mhm. sous l'eau en tout cas, hein, chez nous. Et ensuite, la fédération et tous nos clubs proposent des formations d'initiation à la sécurité en chasse sous-marine. Alors, c'est différent d'apprendre à chasser. Mhm. Voilà. C'est vraiment là, on estime que sur ces journées spécifiques, on va vous apprendre la sécurité et pêcher à deux, toutes les bonnes pratiques, tous les bons réflexes à avoir, même si c'est du bon sens. Bien Voilà, sûr. ça permet de les recadrer d'une manière générale dans le détail. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est gratuit pour les participants. C'est pris en charge par la fédération et par nos partenaires, donc les institutions du pays. Et c'est les bonnes pratiques. Et la condition physique, par exemple, si on continue avec ça, ça fait aussi partie des choses les plus importantes. Voilà, si on sait qu'on va aller pêcher à un endroit où il y a du courant, habituellement, avoir une bonne condition physique, ça permet d'éviter quelques situations embarrassantes ou Comme, dangereuses. comme pour tout sport, Mhm. c'est une discipline où les athlètes sont des athlètes quasiment de haut niveau, aguerris, et plus qu'une autre discipline, avoir une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie peut permettre de faire la différence dans le plaisir qu'on a dans cette activité, parce que pour monsieur et madame tout le monde, c'est avant tout une question de plaisir et du coup de sécurité. Eric?
Ouais, j'ai envie de revenir par rapport à ta question du niveau nécessaire. Ouais. Donc, comme je disais, on reçoit des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont aucune expérience. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on reçoit aussi des personnes qui pêchent depuis longtemps, Mhm. qui ont un certain niveau, qui ont un très très bon niveau même, mais qui n'ont jamais participé à ce type de formation, à cette journée d'initiation à la chasse en sécurité. Et du coup, c'est important pour eux d'avoir les bons gestes. Et eux aussi sont demandeurs. Donc, on sait qu'on a eu des accidents en Polynésie. Je n'ai pas les statistiques, mais il y en a en moyenne peut-être un par an. Mhm. Et du coup, voilà, c'est important que tout le monde vienne. Et on peut avoir dans notre public des personnes très, très âgées, mais qui pêchent depuis bien plus longtemps que nous, même avant que je sois né, qui ont une connaissance, mais connaissance de la chasse, mais pas des bonnes pratiques par rapport à la sécurité. Et rien que par exemple pour l'équipement, hein, tu en parlais plus tôt, mais l'équipement, ça paraît évident, mais bien l'entretenir, ça évite d'être dans des situations complexes. Tu parlais de bouée pour pouvoir être vu, puisque si on remonte et qu'il y a un bateau qui passe à ce moment-là, on peut se retrouver dans une situation dangereuse. Donc l'entretien du matériel, on en a parlé. Finalement, toutes ces règles, Sylvie, c'est toujours important de le rappeler, puisque chaque année, il y a des accidents qui sont liés à ces règles de sécurité qui ne sont pas forcément respectées ou peut-être méconnues, mal connues. Ben, c'est un grand travail de sensibilisation. Mhm. Eric a rappelé les règles essentielles qu'il est bien de savoir, mais au cours de la formation, on fait un point sur l'ensemble humain, donc dans la condition physique, l'environnement et puis le matériel. Et avant, pendant et après. Justement, On a le temps de les aborder. on parlait de ne jamais être solo seul. Ça, c'est une règle qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. En tout cas, j'ai Non. pu rencontrer des gens qui chassaient tout seuls et je leur demandais, mais t'es tout seul? Ils étaient tout seuls. Pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler? C'est important de le rappeler, pardon. Pourquoi c'est important d'être deux quand on va en chasse, en chasse? Alors, quand on dit qu'on chasse en binôme chez nous, Mhm. c'est pendant que l'un plonge, ton binôme est ton ange gardien. Mm. Voilà. Et donc, lorsqu'il remonte, à contrario, tu deviens l'ange gardien de ton binôme. Et c'est là où nos compétiteurs sont extraordinaires parce que pendant que tu surveilles ton binôme, tu es capable de mettre ton poisson sur le tweed, de recharger ton fusil et de palmer pour le suivre. Et justement, Ça s'acquiert. dans ce sens, bon là on parle de plus de compétition, on y reviendra, mais Eric, cette règle d'être à deux est importante et c'est important aussi de préciser, pardon, être à deux et se surveiller. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui plonge et l'autre qui est sur son téléphone ou qui prend des photos. Il faut vraiment se surveiller, ça c'est important. Oui, ben, de toute façon, les accidents en chasse, c'est la syncope et le bateau qui passe au-dessus de nous. Du coup, par rapport à la syncope, c'est simple. Si tu es tout seul, tu fais une syncope, ben, tu te noies et tu restes sous l'eau, malheureusement. Mhm. Donc, le fait d'être à deux, ben, tu as quelqu'un qui vient te sauver. C'est pas la syncope, je n'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de banal en chasse, mais ça peut arriver, il faut être conscient. Et le fait d'être à deux permet d'éviter tout accident. Tu as Problème. parlé aussi d'autres choses qui peuvent être importantes aussi en termes de sécurité, à savoir si on peut pêcher. Est-ce qu'on peut pêcher où on veut, aller à n'importe quel endroit, faire de la chasse sous-marine et pêcher ce que l'on veut, où on veut, comme on veut? La question est bien sûr non. Tu peux nous en parler? Non, ben, bien sûr, il y a des zones protégées, donc les PGEM, notamment sur l'île de Moria où il y a énormément de zones protégées, donc avec une réglementation différente selon chaque zone. Donc c'est important d'en prendre connaissance sur le site de la DRM. On a toutes les informations. Il y a des zones où on peut chasser, il y a d'autres où on ne peut pas pêcher à la ligne. Il y a des zones où c'est spécifié, on ne peut pas pêcher de nuit. De jour, on ne peut pas de nuit. Donc c'est bien. C'est tout ce qui est lié aux... Sylvie, une réaction? Oui. En fait. Est-ce que tu veux bien répéter? Bien devant ton micro, s'il te plaît. C'est tout ce qui est lié aux ZPR, en fait. Les PGEM, les ZPR, les Rahoui. D'accord. C'est un temps de régénération de la faune marine. Dans le sens où, imaginons que je sois passionné, hein, j'aime faire de la chasse sous-marine, mais j'ai jamais suivi de formation, hein, par exemple. J'ai quand même des doutes, j'ai envie d'aller dans une île. Il faut toujours se renseigner avec les personnes de l'île ou avec, comme on disait, la DRM. Les locaux, et puis tu te connectes sur le site de la DRM pour savoir s'il y a
une ZPR quelque part et puis après c'est open, mais il faut discuter avec les locaux parce que tu sais, sur place, les poissons qui sont comestibles et qui ne le sont pas, puisque chez nous, on a la ciguatera, par exemple. Mhm. Voilà, et puis ça permet d'échanger avec des personnes sur place. Le binôme, c'est pas que pour les cas les plus graves, c'est aussi pour le plaisir de la connaissance du coin et puis aussi de pouvoir doubler un poisson lorsque ce sont des belles pièces. C'est un poisson, c'est-à-dire. Quand ton binôme chasse un poisson et qu'il est pas tué KO, par exemple, ça permet de descendre et puis de doubler le poisson. Ah d'accord, et vraiment de pouvoir le Et remonter puis de le ensemble remonter. Ou plutôt si que tu connais, plutôt que de courir après et de prendre des c'est risques. ça la pêche en binôme. Mhm. Voilà, voilà. Sauf en compétition où c'est un peu plus cher quoi, surtout. Mais c'est l'entraide aussi où c'est une veille active de dire ah il y a un poisson là et puis ben voilà l'autre peut y aller. Si tu connais bien ton binôme et que tu sais qu'il est en bout de souffle, ça permet par exemple de venir et puis de le remonter. Donc du coup, c'est toi qui palmes à sa place et ça Bien permet sûr. d'économiser les efforts et puis de t'adapter à la fatigue ou bien au changement de météo du moment aussi. Je, C'est tout ça. je vois qu'Eric veut réagir. Non, c'était pour revenir sur ta question de aujourd'hui, je vais aller pêcher, je ne connais pas les zones, les ZPR. Mhm. Donc, on disait qu'il y a la population locale, il y a le site internet, mais aussi tout simplement sur chaque zone, il y a un affichage qui est fait avec des bouées jaunes, des poteaux jaunes en mer et des panneaux d'affichage d'information sur terre. On risque quoi si jamais on est un chasseur de chasse sous-marine qui ne respecte pas ces règles? Alors déjà, on peut se mettre en danger. Et puis, je suppose qu'il peut y avoir d'autres conséquences si on ne respecte pas toutes ces règles de sécurité, toutes ces réglementations. Par rapport aux ZPR ou à la sécurité? Par rapport à tout ce qu'on vient de citer Ok, finalement, que ce soit ne ok. pas y aller en binôme, que ce soit ne pas respecter les règles de sécurité dont Mm. on a cité plus tôt vis-à-vis de l'entretien du matériel, il peut y avoir des risques qui sont assez graves, je suppose. Oui, ben, clairement, jusqu'à la mort, hein. Mhm. On parle de mort dans notre activité, malheureusement. Et du coup, voilà, c'est la pêche à deux. La deuxième personne qui est là permet de venir nous sauver. Mhm. Après, j'ai envie de revenir un peu sur la pêche à deux, puisque on disait que la pêche à deux, c'est il y en a un qui plonge et l'autre qui est au-dessus. Par rapport aux personnes qui nous regardent, ils vont nous dire, mais ben, je vais pêcher à la vague ou je vais pêcher derrière le récif à 2 mètres d'eau. Si je mets quelqu'un en bas et quelqu'un au-dessus, on ne va jamais attraper de poisson. Mhm. Donc, effectivement, le but dans notre activité, c'est d'attraper du poisson. Cette pêche à deux, elle se pratique en fonction de la profondeur. Et plus c'est fond, plus on a besoin effectivement d'avoir quelqu'un au-dessus. Il y en a beaucoup qui vont pêcher dans le lagon, on va dire, avec 2 à 3 mètres de profondeur, où on ne peut pas avoir quelqu'un au-dessus. Mais il n'empêche que d'avoir un copain dans la zone de pêche qui est à portée de vue, c'est quand même important. Si Bien jamais sûr. tu es tout seul avec un problème, même si c'est pas fond, il faut que la personne soit à portée de vue pour intervenir si besoin. Et puis en parlant, on va poursuivre avec les compétitions, puisque ça fait aussi partie de vos missions au sein de la fédération. Sylvie, le Fénois est bien connu pour ses champions, c'est qu'il y a de la demande finalement. Il y a beaucoup de demandes ici au Fénois De vis-à-vis demande de compétition. de compétition. Alors, c'est pas qu'il y a une demande, c'est une toute petite fédération. Le cercle des compétiteurs à ce niveau-là est déjà connu. Mhm, Ce sont un pool de compétiteurs qui sont présents, qui ont d'excellents niveaux et mhm. puis qui défendent haut nos couleurs à l'international. Donc, cette année, c'est les mondiaux, mais une année sur deux, c'est les Océanias. Donc, on est bien représenté dans le Pacifique avec des pays voisins avec lesquels on est bien copains. Et on a un calendrier où chaque année, on prépare les championnats de Polynésie française pour la chasse sous-marine en individuel et par équipe, qui permet de déterminer la sélection tahitienne qui va partir une année sur deux aux mondiaux. Donc, ils sont actuellement au Brésil et une année sur deux aux Océanias. Ce sera l'année prochaine en Australie. Justement, là en ce moment, il y a une délégation tahitienne de sport subaquatique qui s'est envolée pour les championnats du monde, Eric, qui se tiendront donc les 28 et les 29 novembre. C'est important d'avoir cette représentation, c'est assez évident, mais comment est-ce qu'on fait finalement quand on part dans un autre pays, quand on ne connaît pas forcément les lieux, etc. On s'adapte.
Mais justement, ce temps d'adaptation, il est nécessaire puisqu'ils sont partis au moins un mois avant Mhm. pour repérer les lieux, pour avoir une connaissance de la faune et de la flore. Donc, effectivement, la plupart, enfin, j'ai envie de dire tous, aucun des 6 athlètes ont déjà pêché au Brésil, dans les eaux brésiliennes. Mhm. Donc, effectivement, ils sont partis en avance pour s'approprier un peu les lieux et avoir une connaissance nécessaire avant de participer au championnat du monde. Et transition parfaite, puisque nous allons continuer avec ces fameux championnats du monde, hein. Les athlètes sont partis effectivement il y a 2 semaines, et dans 2 semaines à peu près, hein, il y aura ces championnats du monde. La chasse sous-marine, c'est un art de vivre, une connexion avec l'océan. Elle nous le prouve, elle s'appelle Onyx et c'était en visioconférence dans vos questions express. Bonjour, je m'appelle Onyx Le Bihan et je suis coprésidente et cofondatrice de l'association Toy Spearfishing. Je pratique la chasse sous-marine depuis que j'ai 14 ans et la chasse sous-marine de compétition depuis à peu près une dizaine d'années. Alors notre association, donc, que j'ai cofondée avec mon binôme, Teina Hort, a été créée il y a un peu plus de 3 ans dans l'objectif d'une part de pouvoir féminiser la chasse sous-marine. De manière générale, c'est aussi considéré comme beaucoup de sports encore une pratique très masculine. Et pour autant, c'est une activité, en tout cas c'est une pratique qui ne nécessite pas forcément de force. D'autre part, et une grosse partie de notre activité, c'est de promouvoir en fait une pêche responsable et de garder en fait ce sens de l'observation et de curiosité pour être vraiment alerte de ce qui se passe autour de nous, comprendre le milieu, sa fragilité, son fonctionnement et faire en sorte avant tout d'avoir à manger bien sûr, mais on est les premiers gardiens de l'océan. Et voilà, pour moi, ce sont les valeurs essentielles et c'est ce qui permet de pratiquer une chasse sous-marine en sécurité et de manière raisonnée. Dans le cadre de notre association, on va aborder les différents volets qui est la connaissance du milieu. Donc, c'est-à-dire qu'on va, avant d'emmener quelqu'un à la chasse, donc on va s'assurer qu'il connaisse quoi tirer et qu'il sache encore une fois que aller à la chasse sous-marine, c'est ôter la vie d'un être vivant et puis que c'est une responsabilité. Ensuite, il faut se connaître puisque la chasse sous-marine se pratique en apnée. Donc, il faut connaître son état de forme physique, mental, ses limites et vraiment être à l'écoute de soi. Et ça se pratique aussi en binôme pour des raisons notamment de sécurité. Il faut connaître aussi son binôme justement pour être alerte et voir s'il y a besoin d'intervenir ou pas. Donc, en fin novembre, les 28 et 29 novembre, se dérouleront les championnats du monde de chasse sous-marine au Brésil. Alors, on a une liste de poissons avec des groupes où on a des poids minimums. Et par espèce, on a droit à un certain nombre d'individus. Donc, c'est assez calibré et on doit essayer de remplir un peu les cases. Et en fonction de la complétude des familles ou des espèces rares, en tout cas ce qu'on appelle bonifié, on arrive à gagner des points et c'est un classement individuel. Et ensuite, on cumule le classement de chaque athlète, donc on est 3 femmes et 3 hommes, pour pouvoir avoir un classement nation. Et sur le site Facebook de la Fédé, de Stéphana et de notre club, Toy Spearfishing, on essaiera au maximum de faire des lives. Là, on a une petite team qui pourra nous aider justement à faire cette publication. Donc, suivez nos pages et on donnera un maximum d'infos. Que ce soit en loisir ou en compétition, on n'oublie jamais la sécurité. Pour vous renseigner, justement, on a des sites pour vous. On va commencer avec le site de la Fédération française des études et de sport sous-marins, donc la ffessm.fr.
.fr. Attention, cette fédération n'est pas forcément reliée à la fédération tahitienne, mais c'est important puisque sur ce site, il y a de nombreuses activités subaquatiques, des niveaux de formation qui sont possibles si vous voulez encore une fois vous renseigner, des explications sur les licences, sur les certificats médicaux nécessaires, la réglementation, etc., les assurances, les documents médicaux, une FAQ si vous voulez justement voir les différentes questions qu'on se pose autour de la réglementation, autour de la chasse sous-marine. Justement, revenons sur Tahiti, avec la page Facebook de la Fédération tahitienne de chasse sous-marine. Cette page publie des actualités locales de la plongée, des sports subaquatiques en Polynésie française, notamment sur les événements, les compétitions et actions de sensibilisation liées à la pratique responsable et sécurisée, c'est important. Des vidéos, des photos comme celle de la délégation partie récemment, justement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir apporté toute cette passion que tu avais pour la chasse sous-marine. Et merci beaucoup à toi d'être venu Eric, puisque c'est important de pouvoir encore une fois rappeler la sécurité. Oui, merci pour l'invitation et un dernier petit mot, on va dire que l'objectif de la fédération par rapport à la sécurité, c'est de sauver des vies. Donc si tout ce qu'on fait peut permettre de sauver des vies, tant mieux. Merci à vous de nous avoir suivis les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée sur TNTV. Maruru ito tatu farerir a trahuma parhena.